Quelques questions d'abord. Combien d'entre vous écoutent une matinale radio? Quasi tout le monde. Ah bon? Non, mais c'est pas un crime de ne pas écouter. Hein. Bon. Combien d'entre vous écoutent la matinale d'Inter? D'accord. Vous écoutez quelle matinale? Europe? Europe. France Info? RTL? Personne? Si, quelques-uns, d'accord. RMC? 1, 2, d'accord. Bon, Inter est majoritaire, si j'ai bien compris, mais pas très nettement, quoi. Ou ça s'équilibre entre Europe et Inter. D'accord. Je suis là, une demi-heure à vous parler. Vous voudriez que je vous parle de quoi? Non, mais c'est une vraie question. Parce que je peux vous parler de beaucoup de choses différentes. Et... Moi, je serais intéressé d'avoir votre point de vue, Gary Le Prince, pardon, d'avoir votre point de vue sur le journalisme d'aujourd'hui et l'évolution que vous avez pu voir. D'accord, oui, très bien. Ok. D'autres... oui. Votre point de vue sur la Russie. Sur la Russie, mais bon, là... d'accord. Beaucoup avec Poutine l'élection. D'accord, ok. Il ne faudra pas que j'oublie. Donc, l'évolution du journalisme, tel que je l'ai vécu. Hein, je ne suis pas historien, tel que je l'ai vécu. Au niveau de votre passage dans différentes rédactions, en fait, les différences que vous avez pu éventuellement constater quand vous étiez par exemple au Monde ou ensuite à Inter, là où l'accent était plus sur la culture, la géopolitique. Oui, d'accord. Bon, ça en fait 3. Il y en a 2 qui se rejoignent largement. D'accord. D'autres centres d'intérêt marqués? Bon. Ah, pardon. La conciliation des opinions politiques avec le métier de journaliste. D'accord. Ok. Bah, très bien. Parfait. J'ai commencé à faire du journalisme, si on met de côté les journaux lycéens, etc., à faire du journalisme en 71, au Nouvel Obs. À l'époque, on va parler de la France uniquement parce que le sujet serait trop large. Hein. À l'époque, les journaux avaient beaucoup plus de lecteurs, pour commencer. Il n'y avait pas de site. Les journaux papier, avaient plus de lecteurs. Deuxièmement, ils avaient tous, quasiment, oui tous en fait, quasiment tous, une image politique très affirmée. L'Humanité, évidemment, était l'organe du Parti communiste, mais beaucoup plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. D'ailleurs, l'Humanité, aujourd'hui, ne veut plus vraiment être l'organe du Parti communiste. Elle dit que, voilà, elle est un journal de gauche, hein, mais voilà, mais un journal. Bon. Le Monde représentait quelque chose d'extrêmement intéressant et neuf sur la scène politique ou intellectuelle en France, parce que c'était l'idée que la France devait être reconstruite. C'était encore un peu l'après-guerre, hein. C'était pas encore la fin des 30 Glorieuses. Devait être reconstruite par sa haute fonction publique, par l'aristocratie de la haute fonction publique, et à l'époque, c'est un autre changement, mais il est intéressant, et puis c'est peut-être un petit peu lié d'ailleurs. À l'époque, le secteur public était beaucoup plus important qu'il ne l'est aujourd'hui, et donc il y avait des grands patrons, numéro 1, mais aussi bon, les équipes autour, des grands patrons du secteur public, et véritablement le Monde était cela. À part cela, c'était un journal fondé par un catho, très très catho, je dirais même cathoïsime, qui avait un aumônier qu'il voyait toutes les semaines. Vraiment, il avait un aumônier qu'il voyait toutes les semaines, qui était c'était pas un jésuite, c'était un... je ne sais plus, qu'importe. Il avait un aumônier qu'il voyait toutes les semaines. En vérité, il était très démocrate chrétien, plutôt démocrate chrétien de gauche. Je parle d'Hubert Beuve-Méry, naturellement, le fondateur du Monde. Et l'équipe était très catho. Très catho. Quand je suis arrivé au Monde, il y avait quelques protestants,
regardées sans hostilité, mais comme des curiosités. Et je crois qu'il y avait un juif, peut-être deux, je ne sais pas. Enfin bon, j'étais le troisième ou le deuxième, et je me sentais très minoritaire. Mais pas, encore une fois, absolument aucune hostilité, mais c'était un milieu culturel très dominé par le catholicisme, véritablement. Le Figaro, alors, et ce journal, naturellement, était très neutraliste, très hostile à l'idée de l'Alliance Atlantique, de la relation privilégiée avec les États-Unis. C'était l'affirmation de la France et la réaffirmation par son État. Et donc, on s'inscrit par son État, par sa haute fonction publique, donc par son État. Et on s'inscrivait, enfin le journal s'inscrivait véritablement dans un sillon historique très profond, très ancien, etc. Ce n'étaient pas du tout des souverainistes, hein, ils étaient plutôt européens, pro-européens, pro-unité de l'Europe. Le Figaro, c'était tout à fait autre chose. Le Figaro, évidemment, c'était d'abord et avant tout l'anticommunisme très militant, très affirmé, etc. Le Monde n'était pas du tout pro-communiste, bien loin de là. Au contraire, le service étranger du Monde était vraiment le service de pointe sur la dissidence, la dénonciation des régimes communistes, etc. Mais le Figaro était anti-PCF, anti-communisme, beaucoup plus qu'anti-URSS. C'était un journal de droite, c'était très affirmé, donc très pro-américain à l'époque, etc. Et puis, je ne vais pas continuer, mais tous les journaux de l'époque, y compris les hebdomadaires, avaient une couleur politique très affirmée. Vous avez remarqué qu'il y a une crise des partis politiques en France, enfin en France, dans toute l'Europe, et pratiquement dans le monde entier. Bon, on parle de la France. Il y a une crise des partis parce qu'il y a une crise des identités politiques. Et cette crise des identités politiques, vous la retrouvez dans les rédactions aujourd'hui. Parce que les rédactions sont, à toutes les époques, et dans tous les pays, des reflets des pays dans lesquels elles se sont constituées. Alors elles sont un peu plus ceci, un peu moins cela que le reste du pays, peut-être. Mais fondamentalement, les journalistes, ils viennent d'où, les journalistes français? Ils viennent de France. Et donc ils représentent la France dans sa diversité, etc. Et donc vous retrouvez toujours dans les rédactions un niveau, un reflet du pays tel qu'il est. Donc cette crise de la politique, vous la retrouvez aujourd'hui dans les rédactions. Les images politiques des journaux sont beaucoup moins affirmées. Bon, moi j'ai été 68 ans, évidemment, et je ne serais jamais venu à l'esprit d'ouvrir le Figaro. Ça aurait été comme, je ne sais pas, ouvrir le Figaro, c'était simplement pas possible. C'est même pas que c'était pas possible, c'est que ça ne traversait pas l'esprit, c'était un autre monde que le mien. J'étais au Nouvel Observateur, j'étais rentré en sortant du CFJ au Nouvel Obs, comme stagiaire d'abord, et qu'est-ce que je disais? Le Monde et le Nouvel Obs. C'était la même famille, politiquement parlant, à peu près, enfin il y avait des nuances, enfin c'était la même famille. Journaliste du Figaro ne lisait pas à l'époque le Nouvel Observateur, c'était un journal de gaucho, etc., etc., ça ne me plaisait pas du tout. Bon. Et aujourd'hui, vous observez que des gens de gauche lisent le Figaro, que des gens de droite lisent Libération, qu'il y a une confusion qui tient à la confusion politique du pays. Je crois pour ma part, ce n'est pas ce qu'on enseigne dans les écoles de journalisme en général, dans la vôtre, je ne sais pas, peut-être que vous me direz le contraire, mais dans les écoles de journalisme aujourd'hui, on n'enseigne pas qu'un journaliste et un journal doivent être engagés. Moi, je pense que oui. Et oui, voilà. Le monsieur là-bas, il a levé des sourcils comme ça quand j'ai dit ça tout de suite. Oui, ça surprend. Moi, j'ai toute ma vie été engagé. J'ai pendant 25 ans
dénoncer dans mes papiers, mes reportages, mes angles, mes choix de papier, de sujets. Le soviétisme, les régimes communistes, l'URSS et ce qu'elle imposait à l'Europe centrale, ça a été un combat politique chez moi. Et depuis le début des années 90, oui, c'est ça, depuis le début des années 90, je bataille en faveur de l'unité de l'Europe. Mais alors comment, vous n'êtes pas objectif? Non, je ne suis pas objectif. Je suis honnête. Du moins, je crois l'être. Je m'efforce de l'être. C'est-à-dire que je ne maquille pas les faits en faveur de mes idées. Ça, vraiment, je ne le crois pas. Il y a 2 ou 3 ans, j'ai écrit un livre justement sur cette conviction européenne qui m'anime, que j'avais titré « Intime conviction ». Et je commençais, c'était les premiers mots, par « Peut-être est-il trop tard ». Peut-être est-il trop tard, peut-être que l'unité européenne se casse la gueule tellement ça va mal. Donc je ne crois pas nier les réalités, en tout cas telles que je les vois. Mais je me bats pour des idées qui sont revendiquées, qui sont affichées. Dans mes chroniques d'Inter, je n'ai jamais caché, comme on dit, d'où je parlais. Je peux le faire parce que je suis éditorialiste. Un éditorialiste, que ce soit à la radio, à la télévision ou dans la presse écrite, ou sur Internet maintenant, est fait pour donner une opinion, pour donner une analyse, pour donner une vision des choses. Autrement, on n'a pas besoin de lui. Et donc, quand des gens m'écrivent, par mail maintenant, pour me dire que je suis un fils d'eux, parce que je suis défenseur de l'unité européenne, cette abomination, et que je n'ai pas à faire ça. Vous devriez être objectif, pas défendre vos idées, etc. Je réponds systématiquement que je suis payé pour défendre mes idées, ou mon regard. Je crois que la presse, là je réponds à vos 3 questions en même temps, hein. Après on viendra à la Russie. Je crois que la presse qui traverse la crise que vous savez, qui est très grave, et extraordinairement grave, renaîtra par l'engagement. Parce que, précisément à l'heure d'Internet, des radios et des télévisions news, on dit de l'info continue en français, l'info brute, il y a eu une prise d'otage ce matin dans l'Aude. Le preneur d'otage vient d'être abattu, je l'ai appris en entrant là dans la pièce, vient d'être abattu, etc. Ben ça, vous le savez. Vous avez beaucoup de mal, même si vous vous intéressez assez peu à l'actualité, à ne pas le savoir. Alors, si vous ne vous intéressez, même modérément, ou même passionnément, aux faits bruts, voilà, il s'est passé ça, le président des États-Unis a été élu, c'était pas Madame Clinton, c'était Monsieur Trump, etc. Bon, ça va, vous n'avez pas besoin de journaux. Vous le savez, c'est dans l'air. Attends, sur votre téléphone portable, vous l'ouvrez, crac, vous avez le bandeau. Bon. Pour qu'un lecteur achète un journal qui va coûter cher, et de plus en plus cher, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, c'est un regard sur le monde que vous proposez. Demain, sur cette histoire de la prise d'otage dans l'Aude, il y aura au moins les 2 lectures tout à fait traditionnelles. L'international djihadiste nous menace toujours plus. C'est une lecture qui se défend, qui en l'occurrence ne serait pas la mienne. Je ne pense pas que l'international djihadiste nous menace. Elle nous menace toujours plus, ça je ne le pense pas.
Et puis, il y aura des gens comme moi, en l'occurrence pas moi d'ailleurs, puisque le week-end, je n'ai pas de chronique, enfin d'autres, qui diront que très probablement le mec en question se réclamait de Daesh pour se valoriser à ses yeux propres, ce que j'ai entendu, là je parle un peu vite, mais il me semble, pour se valoriser à ses yeux propres, comme tant d'autres, dans les attentats à Londres ces derniers temps, et que cette prise d'otage ne signifie pas qu'il y ait un accroissement de la menace. Il faut qu'il y ait des différences de regard. Et quand on achète un journal, en vérité, moi j'ai connu cette époque, quand on achetait un journal, on adhérait à un club. Il y avait le club des lecteurs du Monde. Il y avait le club des lecteurs du Figaro. Ne parlons pas du club des lecteurs de l'UFMA, évidemment. Mais il y avait aussi le club des lecteurs de Combat. C'était très intéressant, Combat. C'était très mélangé, c'était très intéressant. Le Nouvel Obs, celui de Jean Daniel, je ne parle pas de celui d'aujourd'hui, c'est tout à fait différent, c'est tout à fait autre chose. Représentait une volonté de reconstruire la gauche, une gauche non communiste, et même anticommuniste d'ailleurs, et ce qu'on appelait la deuxième gauche, c'est-à-dire celle de Rocard, plutôt que celle de Mitterrand, celle de Rocard et de la CFDT, plutôt que celle de Mitterrand et des syndicats enseignants, on va dire. Bon, à l'époque. Les grands journaux se sont tous construits, ou s'étaient tous construits, pour mener une bataille politique. Jean-Jacques Servan-Schreiber, quand il... Qui c'est qui est Jean-Jacques Servan-Schreiber? Ah, personne. Waouh! Ah oui, c'est intéressant ça. Bon, alors Jean-Jacques Servan-Schreiber était le fondateur de l'Express. Je ne vais pas vous faire un portrait de Jean-Jacques Servan-Schreiber parce qu'il faudrait une heure. Bon, mais il a fondé l'Express pour mener deux combats, ramener Mendès France au pouvoir. Qui c'est qui était Mendès France? Personne. Bon, intéressant. Bon, quand même, ouvrez vos bouquins. Il faut savoir qui était Mendès France, il faut savoir qui était Jean-Jacques Servan-Schreiber, surtout si on veut être journaliste. Un homme politique à la 4e, on va faire vite. Et puis, le combat, le deuxième combat que voulait mener Jean-Jacques Servan-Schreiber, c'était la décolonisation. Et quand Jean Daniel fonde le Nouvel Observateur, c'était pour construire et affirmer en France cette deuxième gauche, dont je viens de vous parler à l'instant. Quand Claude Imbert, personne ne connaît Claude Imbert? Ah, là vous exagérez, c'est plus là, c'est plus près de vous. Non, je vous engueule. Non, ça va pas. Bon. Quand Claude Imbert fonde Le Point, Claude Imbert était un ancien journaliste de l'AFP, plutôt, oui, de droite, modéré, conservateur, très intelligent, très brillant, très grande plume, eh bien, il voulait redonner à une droite plutôt intello, conservatrice mais modérée, un organe de presse. Et il a réussi parce qu'aujourd'hui, Le Point est à mes yeux le meilleur des hebdomadaires. Non pas du tout qu'il soit métier, mais précisément, c'est à mes yeux le plus riche, le plus politiquement affirmé et donc le plus intéressant. Quand je lis Le Point, je lis une pensée qui n'est pas la mienne, mais qui m'apprend énormément de choses, qui m'apporte beaucoup de choses. Et donc tous ces gens, et Beuve-Méry, n'en parlons pas pour Le Monde, ont fondé leurs journaux pour mener une bataille politique. Ils n'étaient pas du tout objectifs. L'un des journalistes stars du Monde, qui s'appelait Jean Lacouture, personne. Ouais. Vous êtes d'autant plus coupable, je me permets de vous engueuler parce que vous le méritez, hein.
vous êtes d'autant plus coupable que Jean Lacouture, dans la deuxième partie de sa vie, est devenu un très grand biographe, qu'il a écrit des biographies absolument extraordinaires, notamment celle d'André Malraux, que je vous conseille vivement de lire. Vous connaissez Malraux quand même? Ah bon, je ne sais plus, moi. Bon. Quand Eugenio Scalfari, en Italie, fonde La Repubblica, vous avez vu La Repubblica? Non. Bon. Grand quotidien italien. Il veut recréer un centre-gauche, non pas une gauche, c'est un homme de centre-gauche. Il veut recréer un centre-gauche sur les ruines des deux grands partis politiques italiens de l'après-guerre, qui étaient la démocratie chrétienne et le Parti communiste. Et sur ce combat politique, il a créé un très grand journal. Et si je vous parle de Gino Scalfari, c'est parce qu'il a inventé, il a forgé une expression que je trouve absolument magnifique, qui est le journal trait d'union parti. Attention, pas le journal d'un parti, parce que le journal d'un parti, il est mort tout de suite, mais le journal parti, c'est-à-dire un journal qui véritablement défend un corpus d'idées qui lui est propre, et en ce sens, il est un parti, ou en tout cas un mouvement, plus exactement un mouvement. Et Scalfari disait toujours, enfin dit toujours, il est très très âgé aujourd'hui, mais toujours vivant, et écrivant son édito toutes les semaines à l'âge de 95 ans, il dit toujours qu'un journaliste doit avoir, et doit pouvoir avoir, un sentiment d'appartenance à sa rédaction. D'appartenance. Le mot est très fort. Parce que dans beaucoup de rédactions, je crois la plupart aujourd'hui, on peut être un journaliste du Figaro tout en étant de gauche, voire mélenchoniste. On peut être un journaliste du Monde tout en étant tout à fait dans sa vie à soi un thatchérien de choc. Pas un lepéniste, non. Mais un thatchérien de choc, certainement. D'ailleurs, il y en a beaucoup. On peut être journaliste aux Échos et être keynésien et pas du tout libéral. J'en connais beaucoup, etc., etc. Et donc, ce sentiment d'appartenance, et alors, on peut être journaliste sur une radio d'information continue en étant tout ce que vous voulez, parce que la radio d'information continue ou la télévision, elle n'a pas d'identité. Alors, les changements, c'était votre question. Ah pardon, excusez-moi. Les changements, comment peut-on être journaliste et engagé, c'était votre question. Et les différentes rédactions, c'était ça votre question? Voilà. Donc j'ai répondu. Mais vous voyez que tout ça, c'est un peu le même sujet. Ça se recoupe énormément. L'autre question, la Russie. Ça fait un quart d'heure que je parle? Plus. Un peu plus. 20 minutes? D'accord. Là, il y a un choix à faire. Si je vous parle de la Russie, je ne vous parle pas de l'Europe. Et la dame qui m'a invité ici va me faire vraiment des yeux terribles. Et elle aura raison, puisqu'elle est le mouvement européen, etc. Bon. Mais, à vous de choisir. C'est lié. Pardon? Ça peut être lié. Ça peut être lié. C'est pas faux. Voilà. On va essayer de faire une synthèse parce que vous préférez la Russie à l'Europe? Non. Ah, alors. Un peu de vigueur là dans les réponses. Non, il n'y a pas de vigueur dans les réponses. L'Europe. L'idée de l'unité européenne ne date pas de l'après-guerre, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens. L'un des plus beaux textes politiques à lire, c'est le discours de Victor Hugo, je crois 1848 ou 7, je ne sais plus exactement, enfin, la dernière partie de la première partie du 19e siècle,
le discours sur les États-Unis d'Europe. Je voudrais bien, puisque, voilà, Victor Hugo, discours sur les États-Unis d'Europe, et j'aimerais bien qu'on le lise, parce que c'est l'un des plus beaux textes que je connaisse. Texte politique, j'entends. Vous le connaissez? Vous l'avez lu. Et dès que vous l'avez trouvé, vous me passez votre ordi. Et donc, c'est une très très vieille idée. Et elle revient en force à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi est-ce qu'elle revient en force à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale? Pour deux raisons. Merci beaucoup. D'une part parce que... est-ce que j'ai mes lunettes? Vous pouvez mettre ça en 2000? Non, enfin en 16 ou 18. Pas mal. Merci. Un jour viendra où les armes vous tomberont des mains à vous aussi. Un jour viendra où la guerre paraîtra aussi absurde et sera aussi impossible entre Paris et Londres, entre Pétersbourg et Berlin, entre Vienne et Turin, qu'elle serait impossible et qu'elle paraîtrait absurde aujourd'hui entre Rouen et Amiens, entre Boston et Philadelphie. Un jour viendra où la France, vous Russie, vous Italie, vous Angleterre, vous Allemagne, vous toutes nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne, absolument comme la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace, toutes nos provinces se sont fondues dans la France. Un jour viendra où il n'y aura plus d'autre champ de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. Un jour viendra où les boulets et les bombes seront remplacés par les votes, par le suffrage universel des peuples, par le vénérable arbitrage d'un grand Sénat souverain qui sera à l'Europe ce que le Parlement est à l'Angleterre, ce que la Diète est à l'Allemagne, ce que l'Assemblée législative est à la France. Pas si mal, non? Bon, merci. Pourquoi est-ce que ça revient? Je ne vous ai pas senti frémir. Hein? Si, quand même? Bon, tant mieux. Pourquoi ça revient en force, donc, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale? Parce qu'on en était, rien que pour la première moitié du XXe siècle, à deux guerres franco-allemandes qui avaient provoqué deux guerres mondiales. Et quelles hécatombes, et quelles abominations. Et parce que on ne voulait plus que ça recommence. Et parce que, deuxième raison, il y avait la menace soviétique qui était une vraie menace à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il fallait unir les démocraties européennes, évidemment les démocraties européennes pour deux raisons, pour qu'elles ne recommencent pas à se faire la guerre et à entraîner le monde dans leur guerre, et deuxièmement, pour qu'elles puissent faire front à l'Union soviétique et à ses alliés européens. Mais c'est très compliqué de faire l'unité de nations qui existent déjà. De Gaulle avait eu une formule absolument extraordinaire là-dessus. Je la cite, tout en étant un défenseur acharné comme Victor Hugo des États-Unis d'Europe, parce que non seulement je suis pro-européen, mais je suis fédéraliste européen, partisan des États-Unis d'Europe. Eh bien, parce que je suis, non pas objectif, mais honnête, je vous cite cette phrase de Gaulle qui est extraordinaire. Extraordinaire. On ne fait pas d'omelette avec des œufs durs. On ne fait pas d'omelette avec des œufs durs. Et effectivement, les nations européennes, c'est des œufs durs. On ne peut pas battre pour faire l'omelette. Mais le général se trompait et il n'était pas parfaitement honnête intellectuellement. Parce qu'il ne s'est jamais agi dans l'esprit de personne de battre les nations pour en faire une omelette.
sans perdre, comment il disait Hugo, sans perdre pas leur originalité, leur richesse, leur glorieuse individualité, c'est ça? Bravo. Sans perdre leur glorieuse individualité. Je suis français, je n'ai aucune envie que la culture, et la culture historique et la culture politique de notre pays disparaissent. Et si j'étais allemand ou italien, je n'aurais pas non plus envie que nos richesses disparaissent dans une purée. Pas du tout, au contraire. Il faut faire de nos diversités, ou de notre diversité, un atout fondamental. Et si vous additionnez les qualités des nations scandinaves, allemandes, françaises, italiennes, espagnoles, qui est-ce que j'oublie? Baltes, polonaises, etc. Qui est-ce que j'oublie? Les Grecs. Grecs, pardon. Évidemment. Évidemment grec. Mais évidemment roumaine. Mais évidemment bulgare, etc. Allez, il y en a 27, on va pas. Non, il ne faut pas oublier tout ça, il faut additionner tout cela. Parce que nous avons des richesses culturelles, évidemment, de tradition politique. Ce n'est pas tout. L'Espagne domine culturellement l'Amérique latine, à l'exception, naturellement, du Brésil lusophone. Mais autrement, toute l'Amérique latine parle espagnol. La langue d'usage en Europe centrale est l'allemand. Et le français dans les milieux culturels. Mais l'allemand dans les milieux d'industrie, d'économie, de finance, etc. Le français rayonne, évidemment, dans la majeure partie du continent africain, pas seulement de l'Afrique du Nord, mais aussi de l'Afrique noire. Le français est présent minoritairement, mais présent sur les 5 continents, ou quasiment, pas en Australie, mais présent aux États-Unis. Quel lapsus. D'ailleurs, si, en Louisiane, absolument, il y a encore du français en Louisiane, mais il est beaucoup plus présent au Québec, etc. Avec nos langues, nous, Européens, pouvons parler au monde entier. Pouvons parler au monde entier. Et au monde entier, dans sa, ou plutôt ses langues maternelles. C'est quand même un atout assez stupéfiant de penser que l'ensemble politique que nous pourrions constituer demain, car aujourd'hui, l'Union européenne n'est pas un ensemble politique, ce que je déplore vivement, et ce qui est profondément déplorable. Mais si demain nous sommes un ensemble politique, nous pourrons parler avec nos langues à l'ensemble du monde dans ses langues maternelles. Si vous prenez les cultures européennes, attendez, alors là, sans faire d'européocentrisme, elles ont façonné le monde, évidemment. À partir de la Grèce. À partir de la Grèce, naturellement. Mais cette Grèce, l'Europe, les nations européennes l'ont bien fait fructifier, culturellement parlant. Étonnamment. Grâce à qui, d'ailleurs, par parenthèse? Les Romains, Et beaucoup aux Arabes. Et beaucoup aux Arabes qui ont sauvé la philosophie grecque en la traduisant. Et il n'aurait pas été là, nous aurions perdu probablement beaucoup, si ce n'est la quasi-totalité des textes de la philosophie grecque. C'est une parenthèse. Continuons. Regardons une map monde. C'est plus facile à regarder en vérité que le globe. Nous voyons que notre Europe, et là je parle du continent, je ne parle pas de l'Union européenne, le continent européen touche tout. Nous touchons évidemment
par la Méditerranée. La mare nostrum, disaient les Romains. Notre mer. Les Romains considéraient déjà la Méditerranée, la mare nostrum, comme un lac intérieur d'un même monde. Quelle vision! Et comme ils avaient raison. Et comme ça s'est vérifié dans l'histoire, pour le meilleur, pour le pire, mais comme ça s'est vérifié dans l'histoire. Donc évidemment que les autres rives de la Méditerranée, ce sont nos partenaires, ce sont nos cousins. On s'est beaucoup battu avec eux, moins qu'avec l'Allemagne, par parenthèse. Beaucoup moins qu'avec l'Allemagne. Et la Turquie, l'homme malade de l'Europe, disait-on au XIXe siècle. La Turquie, l'homme malade de l'Europe. Pour toutes les chancelleries de l'époque, il était évident que la Turquie, qui était à l'époque l'Empire ottoman, qui se projetait jusqu'en Asie centrale, jusque dans l'Azerbaïdjan actuel, était l'homme malade de l'Europe. Comme ils avaient raison. Et comme elles avaient raison, ces chancelleries, ces ministères des Affaires étrangères du XIXe siècle, beaucoup plus que nous, aujourd'hui. Les États-Unis n'existeraient pas sans l'Europe. Qui a fait les États-Unis? Des Européens. Des Européens qui fuyaient la tyrannie, d'ailleurs, qui fuyaient l'intolérance. Très souvent des protestants, qui fuyaient l'intolérance des catholiques de l'époque. La Russie, quand on regarde, c'est un pays totalement européen, c'est l'autre partie du continent Europe. Il y a des pays, pas des petits pays, l'Ukraine n'est pas un petit pays, certainement pas, c'est un très grand pays. Enfin, il y a des pays entre ces deux blocs que sont l'Union européenne et la Fédération de Russie. Je vous rappelle que la Russie est une fédération de peuples différents. Naturellement, les Russes y sont très majoritaires, mais il y a beaucoup d'autres peuples. Et elle s'appelle la Fédération de Russie, pas pour rien. Il y a deux pôles sur ce continent. Et tant que ces deux pôles n'auront pas trouvé un terrain d'entente, un modus vivendi, il y aura évidemment des troubles sur ce continent. Et ce continent ne pourra pas être un acteur de la scène internationale. L'Union européenne peut être un acteur de la scène internationale, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui. Le jour où elle sera devenue une union politique. Mais imaginez ce que serait le poids du continent Europe s'il y avait, je ne dis pas du tout une entrée de la Russie dans l'Union européenne. La Russie ne le souhaite pas. C'est impossible, enfin peut-être dans 5 siècles, j'en sais rien. Enfin, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Mais tout simplement un modus vivendi entre la fédération et l'Union. Fédération de Russie, l'Union européenne. Alors il faut y travailler. J'en viens donc à la Russie. Il faut y travailler. C'est extrêmement difficile parce que M. Poutine a décidé qu'il fallait que la Russie prenne une revanche historique sur l'éclatement de son empire en 89 et en 91. 89, l'Union soviétique perd son glacis d'Europe centrale, la Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, qui devient la Tchéquie et la Slovaquie. 91, l'URSS éclate. Ce n'est plus l'Union des républiques socialistes soviétiques, ce n'est plus l'empire constitué par les tsars. La Russie se replie sur les frontières qui étaient les frontières intérieures à l'URSS de la Fédération de Russie. Parce que la Fédération de Russie était une république constitutive de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Même replié sur ses frontières, ça reste le pays le plus étendu du monde, pas le plus grand. PIB entre l'Espagne et l'Italie.
c'est pas les États-Unis, c'est pas la Chine, c'est pas la France, c'est pas l'Allemagne, je ne veux vexer personne. Mais c'est un fait. Mais l'armée russe, M. Poutine la vante beaucoup, l'armée française fait mieux au Sahel que l'armée russe en Syrie. Mais il y a chez lui un désir de revanche, de réaffirmation de la Russie. C'est très compliqué à gérer ce genre de sentiment. Parce que le fait est que ce n'est pas un sentiment propre à M. Poutine. Vous le retrouvez dans une partie large de la population russe. C'est non pas normal, mais parfaitement explicable. La Russie, avant d'être l'Union soviétique, était un très grand empire. L'Autriche-Hongrie était un très grand empire. Elle n'est plus que la toute petite Autriche. À côté des Austro-Hongrois, les Russes n'ont pas beaucoup à se plaindre. À côté des Ottomans, encore moins. Vous retrouvez chez M. Erdogan, le président russe, cette même démangeaison, ce même prurit historique, qui est très dangereux. Pourquoi est-ce que M. Erdogan se précipite en Syrie, dans le nord de la Syrie? Parce que sa hantise, c'est qu'il y ait un État des Kurdes de Syrie à la frontière de la Turquie, à l'endroit même où la frontière syro-turque sépare deux populations kurdes de Syrie et de Turquie. Et donc M. Erdogan se dit, si jamais il y a même une autonomie très forte, sans même parler d'une indépendance formelle, mais une autonomie très forte des Kurdes de Syrie à la frontière de mon Kurdistan à moi, mes Kurdes à moi, vont recommencer à rêver d'irrédentisme, d'indépendance, d'alliance avec leurs cousins, c'est pas leurs frères, hein, c'est tous des cousins. Enfin quand même, c'est la même famille. Avec leurs cousins turcs. Et après s'être réduit à la Turquie, l'Empire ottoman va se réduire à Istanbul. Et sa région n'a pas complètement tort. Ce problème des poids historiques perdus pèse toujours énormément dans l'histoire. Et évidemment, beaucoup dans les relations internationales. Pourquoi est-ce qu'on trouve en Hongrie un président tellement nationaliste? Parce que la Hongrie a perdu au lendemain de la Première Guerre mondiale. Vous vérifierez parce que je ne suis pas sûr de ne pas dire une bêtise, mais je crois les 2/3 de son territoire. C'est ça. C'est ça, hein, c'est les 2/3. Les 2/3 de son territoire. C'est en 18, il n'y a jamais qu'un siècle. C'est très très peu, hein, un siècle, dans l'histoire et dans les consciences des peuples. Mais cette douleur de l'amputation, elle est toujours là en Hongrie. De même que la douleur de l'amputation est là en Russie, est là en Turquie, peu ou prou est là en Autriche. C'est une forme beaucoup plus soft. On parle toujours de la Gemütlichkeit, de la douceur de vie viennoise. Et donc, ça ne nous a pas empêché d'être plus nazis que les Allemands. Mais enfin bon, mais il y a une douceur de vie viennoise, c'est vrai. Alors j'en reviens à notre Europe et à ses relations avec la Russie. Il faut persuader les Russes, même sous M. Poutine, que
leur intérêt et le nôtre, à nous citoyens de l'Union, est d'arriver à un accord de sécurité et de coopération, de stabilité, de sécurité et de coopération. On y était arrivé avec l'Union soviétique. Ça s'appelait les accords d'Helsinki. Accords d'Helsinki? Personne. Très bien. Bon, Wikipédia ce soir. C'est pas très long. Ça se lit, ça se comprend, c'est clair. C'était un accord de sécurité et de coopération en Europe. Signé entre tous les pays occidentaux, États-Unis compris. C'est un peu paradoxal parce que ça concernait l'Europe, mais enfin bon. États-Unis compris. Et ça avait apporté de considérables progrès. De considérables progrès. Il faut chercher aujourd'hui, on n'y arrivera pas tout de suite, hein, mais il faut chercher aujourd'hui à signer de nouveaux accords d'Helsinki avec la Russie. Les accords d'Helsinki, ça avait pris, je ne sais pas, 10 ans, 12 ans, 15 ans, je ne sais plus, très très longtemps. Commençons, proposons. Et même si le non sanctionne cette proposition, un non russe sanctionne cette proposition, au moins devant l'opinion publique russe, nous autres citoyens de l'Union européenne, nous aurons dit, aurons montré ce que nous voulons. Que nous ne voulons pas écraser la tête des Russes, les mettre sous l'eau, leur cracher au visage, les insulter, les humilier plus que l'histoire ne l'a fait, etc., etc. Au contraire, on veut coopérer avec eux. L'Union européenne, en attendant l'horizon radieux de l'accord de coopération avec la Russie, l'Union européenne elle-même, elle est à un moment très délicat de son histoire, mais son histoire n'est qu'une succession de moments extrêmement délicats. Parce que on ne fait pas d'omelette avec les œufs durs. C'est compliqué. C'est compliqué, évidemment. C'est très compliqué. D'unir, hier 28, aujourd'hui 27, parce qu'il y en a un qui s'est barré. Tant mieux d'ailleurs. Enfin bon, c'est une autre question. Mais c'est très compliqué parce qu'il y a des traditions politiques différentes. Il y a l'Europe de la bière et il y a l'Europe du vin. C'est pas la même chose. Vous connaissez ça, l'Europe de la bière, l'Europe du vin. C'est une frontière qui passe un peu au-dessus de la France et qui traverse l'Allemagne. C'est l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Mais il y a une partie de l'Allemagne dans cette Europe du Sud, dans l'Europe du vin. C'est l'Europe protestante et l'Europe catholique. C'est l'Europe socialiste et l'Europe démocratienne. Et maintenant, c'est l'Europe de la montée, de la résurgence des extrêmes droites et de la montée des europhobes. C'est compliqué tout ça. Et pourtant, grosso modo, et plutôt grosso que modo, ça marche très très bien depuis la signature du traité de Rome. On a fait des pas absolument gigantesques en 60 ans que personne n'aurait imaginé. On est quand même arrivé à une monnaie commune. Vieux rêve qui avait traversé les siècles. Les siècles, la monnaie commune. Il y a eu des embryons de monnaie commune qui s'étaient cassés la gueule, qui étaient mortenés. Mais quand on a fait l'euro, beaucoup de gens sincères disaient ça ne peut pas tenir, ça va se casser la gueule. Je suis désolé, ça tient. Non seulement ça tient, mais quand une candidate à la présidence de la République française, Madame Le Pen, dit voilà, fait toute sa campagne en disant on sortira de l'euro, ben, c'est là-dessus qu'elle se pète la gueule. C'est là-dessus qu'elle se pète la gueule. Elle ne se pète pas la gueule. Enfin, pardonnez-moi, elle n'échoue pas. Elle n'échoue pas parce que elle est totalement hostile à l'immigration, y compris légale.
parce qu'elle n'aime pas les musulmans. Elle n'échoue pas parce que son parti traîne et draine encore, quoi qu'elle en dise, tous les nostalgiques du fascisme et du nazisme. Dieu merci, il n'y en a pas tant que ça en France, mais enfin, il y en a quand même. Il y en a. Non, elle échoue parce qu'elle dit « moi, je sortirai de l'eau ». Et là, les gens ne suivent pas. Ils ne veulent pas. Pourquoi? Ça marche. Ça marche. Et pourquoi est-ce qu'on irait encore créer, etc., etc. Et puis, nous vivons dans des sociétés, en Europe, où tout le monde ne voyage pas naturellement. Beaucoup de gens ne sont jamais sortis en France ou en Italie ou en Allemagne de leur village ou même de leur bourg. Bon, pour aller à la préfecture. Beaucoup de Français ne sont jamais allés à Paris. Réfléchissez à cela. Ne sont jamais allés à Paris. Alors, à Berlin ou à Rome, encore moins. Moi, je connais dans mon village des gens qui ne sont jamais montés à Paris. Pas les jeunes. Justement, les sociétés évoluent. Les grands-parents disent « Ah ben non, vous savez, Berlin, non. Or, vous savez, de notre temps, hein, c'était très très long. » C'est vrai, c'était pas 2h40 DG. Etc. Je suis perdu. Je ne sais plus ce que je disais. Pourquoi je vous disais que les gens ne bougent pas? Pardon? Oui. Merci. Donc, tout le monde ne bouge pas, mais quand même, beaucoup de gens dans les pays de l'Union européenne sont allés à Bruxelles, à Berlin, à Rome, à Madrid, à Barcelone. Destination touristique. Future capitale d'un nouvel État européen, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne crois pas d'ailleurs. Enfin bon. Dites à des gens de votre génération, et même de la mienne, que l'on va remettre des postes frontières, des douanes et des bureaux de change à la frontière franco-belge, franco-allemande, franco-italienne, etc. Et on revient à Victor Hugo. Ça semblerait aussi invraisemblable, lui dit la guerre, entre deux régions ou deux villes françaises. Ça semblerait aussi invraisemblable que des postes frontières entre les régions qui constituent aujourd'hui la France. Or, les régions qui constituent aujourd'hui la France, ça s'appelait la Bourgogne, grand royaume de taille européenne et d'influence européenne. Ça s'appelait la Bretagne, ça s'appelait, corrigez-moi si je me trompe, le comté de Toulouse. Oui, le comté. Vous ne savez pas. Oui, je crois que c'était le comté de Toulouse, le duché de Bourgogne, le duché de Bretagne. Eh bien, on ne passait pas de l'un à l'autre comme ça. Non, il y avait des contrôles. Puis d'ailleurs, à l'entrée des villes, il y avait des gardes. Il fallait montrer patte blanche. Ça, c'est fini. D'ailleurs, on ne parlait pas les mêmes langues. Et quand on nous dit, mais comment, quelle utopie, vous voulez faire un ensemble politique, vous savez, il a fallu les tranchées de la guerre de 14 pour que le français s'impose en France. On l'a oublié. Le français ne s'est imposé en France que dans les tranchées de la guerre de 14. Et après la télévision, la radio, la télévision, naturellement. Et ça a commencé dans les tranchées. Et puis, quand on nous dit les langues, mais la Confédération helvétique, ça existe, et ça marche. Et on y parle 4 langues différentes, sans que ça pose le moindre problème. Si ça pose un problème, c'est que les germanophones apprennent le français, les francophones n'apprennent pas l'allemand. Mais ça, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Alors aujourd'hui, pourquoi poursuivre cette utopie? Parce qu'après tout,
Le marché commun, on l'a. Ça, même Madame Le Pen ne veut pas le remettre en question. La guerre, on n'y croit plus. Qui imaginerait une guerre aujourd'hui entre la France et l'Allemagne? Et la menace communiste, ben, elle n'existe plus puisqu'il n'y a plus de communisme. Alors on va reprendre tout ça. Si vous aviez dit en 89 à un jeune Serbe et un jeune Croate, mieux encore, à une jeune Serbe et un jeune Croate amoureux, et à la veille de se marier, ou jeune marié, que 3 mois plus tard, leurs pays respectifs allaient se refoutre sur la gueule, comme en 40 et comme en 14, et comme dans les siècles, mais ils se seraient tordus de rire. Exactement comme vous, madame, vous, monsieur, vous vous tordriez de rire si je vous disais que dans 3 mois, l'Allemagne et la France allaient se foutre sur la gueule. Ben, vous auriez tort de rire. Parce que la Serbie et la Croatie se sont foutus sur la gueule pendant 10 ans. Les conflits en Europe peuvent revenir du jour au lendemain. Parce que nous avons ouvert une parenthèse miraculeuse à la fin de la guerre, mais nous n'avons pas supprimé les possibilités de la guerre. Il faut entretenir l'unité. Il faut approfondir l'unité. Parce que quand il y aura, ou il y aurait, s'il y avait des unions, à ce moment-là, les facteurs de confrontation ressurgiront très vite. Avec les alliances de revers. Ah, nous les Français, nous avons toujours adoré les Russes. Vous pouvez me poser une question? Oui, c'est juste pour... je termine la phrase et je m'arrête. Nous avons toujours adoré les Russes parce qu'ils étaient de l'autre côté de l'Allemagne. Votre question? Le fait qu'il y ait une possibilité de guerre, finalement, ne rend pas possible la fin de l'histoire, comme l'avait indiqué Hegel, et puis après Fukuyama. Enfin, Hegel l'avait indiqué comme objectif, et l'autre comme réalité. Oui. Comme objectif, oui, c'est bien, je crois. Mais comme réalité... Comme réalité, on n'y est pas. Comme réalité, on n'y est pas. Et imaginez que l'Europe est exempte de paix, comme ça, non, pas du tout. Regardez ce qui se passe. Regardez la montée de la tension entre la Catalogne et le reste de l'Espagne. C'est quand même quelque chose de stupéfiant, cette montée en tension. Oui, une autre question. Et avec la montée en tension aussi avec les Russes, qui servent. Alors justement, vous avez tout à fait raison. J'allais y venir. Il n'y a plus de menace soviétique. Mais en revanche, le facteur de déstabilisation, je n'imagine pas que M. Poutine veuille envahir la France, c'est pas du tout ça. Mais en revanche, le facteur de déstabilisation que représente la politique de réaffirmation russe sur le continent est énorme. Parce que si l'Ukraine plongeait de ce qui est là, en revanche, vraiment une possibilité, dans une guerre généralisée avec la Russie, imaginez-vous ce que ça entraîne sur le continent. Imaginez-vous une seconde ce que ça entraîne sur le continent. Il faut être très fort dans l'unité. Pourquoi est-ce que Mitterrand et le chancelier Kohl, chancelier allemand de l'époque, ont accéléré à la fin des années 90 la constitution de l'euro? Parce que l'éclatement de la fédération de Yougoslavie avait remis dans le rôle historique traditionnel la France et l'Allemagne. La France était l'allié, ou en tout cas, oui. Enfin non, l'allié c'est trop dire, mais enfin, le cœur de la France battait pour la Serbie, le cœur de l'Allemagne et de l'Autriche battait pour la Croatie. Et soudain, en Yougoslavie, nous étions presque face à face. Et Mitterrand et Kohl, qui connaissaient leur histoire, très très bien, qui avaient vécu tous les deux la guerre, ont dit qu'il faut immédiatement
3 couches de colle supplémentaires sur l'unité européenne. Et c'est pour ça que nous avons eu si vite, tellement vite, la monnaie unique. Donc, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de danger de guerre dans toutes les générations nées, disons, après les années 60. Ben oui, évidemment qu'il n'y a pas de guerre. C'est aussi évident que l'eau à tous les étages. Qui penserait aujourd'hui que l'eau ne monte pas dans les étages d'un immeuble? Ben non, c'est pas l'eau à tous les étages. Et d'ailleurs, l'eau à tous les étages, ça s'arrête très très vite quand il y a la guerre, par parenthèse. Mais la menace soviétique, elle n'existe plus? Non. Il y a un problème russe. Le moins qu'on puisse dire est que nos voisins de l'autre rive de la Méditerranée ne vivent pas dans une quiétude helvétique. Le chaos en lui-même est une menace de déstabilisation pour l'Europe absolument colossale, ne serait-ce qu'à cause de la vague des réfugiés. Les malheureux, ils ne viennent pas pour nous envahir, ils ne viennent pas pour nous convertir de force et toutes ces bêtises-là. Ils viennent tout simplement parce qu'ils fuient la mort, tout simplement. Mais absorber 5 millions de réfugiés, ça serait tout à fait possible pour un ensemble de 500 millions d'habitants, qui est l'Union européenne. On voit bien les problèmes politiques que ça pose. Donc, c'est pas évident. Et puis, 4e ou 5e facteur d'actualité. Nous nous reposons pour notre défense, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, sur les États-Unis. Ce qu'on a appelé le parapluie américain. L'OTAN, absolument. Bien sûr, l'OTAN. L'OTAN, c'est-à-dire l'armée américaine. Les Américains, s'ils ont élu M. Trump, c'est entre autres parce qu'ils en ont marre de payer notre défense, que nous ne payons pas. À part, je termine la phrase juste, à part les Français et les Britanniques. Il y a 2 armées en France qui ont une réalité, la britannique et la française. Autrement, les Allemands, les Baltes, les Italiens, les Scandinaves, les Hollandais, les Espagnols, cherchez bien, sortez une loupe. Ah oui, vous allez voir quelques soldats de fort. Il n'y a pas d'armée. Parce que les Européens ont toujours considéré, à l'exception des 2 anciens empires, français et britanniques, à l'exception des 2 pays qui étaient les superpuissances du monde jusqu'à la fin de la guerre de 14, c'était les 2 superpuissances, les empires britanniques et français. Alors, ils ont gardé des traditions, donc ils ont gardé une défense, une armée. Les autres, non. Alors, si nous voulons nous défendre, avoir une armée, avoir une défense, tout simplement, on a légèrement intérêt à mutualiser nos moyens, mais pardon, votre question. Pourquoi alors, si vous dites que les Américains, justement, ils veulent se retirer, ils veulent enlever leur, si j'ai bien compris, leur armée de... Enfin, ils veulent arrêter de casquer. Voilà, ils veulent arrêter de casquer, alors pourquoi ils mettent des batteries anti-missiles et des missiles solaires à portée de leurs missiles, de pays comme ça, notamment de la Corée du Sud? Alors, notez que qui l'a fait? Enfin, qui a lancé le mouvement? Obama. C'est sous Obama. Je pense que Trump n'aurait pas lancé le mouvement. Parce qu'il s'en fout. Je crois qu'il s'en fout, mais qu'il s'en tape comme de l'an 40. Et qu'en vérité, son grand rêve était de conclure un accord avec la Russie. Par-dessus l'Union européenne. Les Américains considèrent, et ça Trump n'est pas le seul à le penser, les Américains considèrent qu'ils n'ont plus d'intérêt stratégique à défendre sur le continent européen. Ça n'est pas faux. Donc, pourquoi irait-il payer la défense? Irait-il plus payer la défense européenne que la défense australienne ou néo-zélandaise? La réponse est devant la question. Et le sentiment isolationniste aux États-Unis
monte constamment. Et quand M. Trump dit America First, il y a un double sens. C'est évidemment, il flatte les électeurs en disant on va redevenir super, bien sûr. Les Américains, voilà, en première ligne, sur le devant de la scène. Excusez-moi, je cherchais l'expression. Mais il y a un autre sens que les électeurs perçoivent beaucoup plus dans America First, qui est notre pognon pour nous, pas pour les autres. Et donc tout ça est en train de bouger considérablement. Considérablement. Ça, c'est des raisons, je dirais, objectives. Moi, je rajouterais une raison qui m'est peut-être propre, enfin non, qui n'est pas propre. On est beaucoup à réagir comme ça. Comme Européen, enfin comme Français et comme Européen, j'ai envie de compter sur la scène internationale. Je n'ai pas envie d'être les Suisses ou les Néerlandais. J'ai envie d'exister. Alors, Shakespeare, vous connaissez. Hamlet, vous connaissez. Et la plus célèbre réplique d'Hamlet, c'est quoi? To be or not to be. La question de l'unité européenne se résume à cette magnifique question. To be or not to be. Vous voulez être ou vous voulez ne pas être? Moi, je veux être. Je veux être. Je veux être. Je veux être un acteur de la scène internationale. Je ne veux pas qu'il y ait les grands et que moi je dîne à la table des petits, des enfants. Je le veux d'autant moins que je suis attaché à des choses qui nous semblent aussi évidentes que l'eau chaude à tous les étages. Quand vous arrivez avec une crise cardiaque à la porte d'un hôpital en Europe, je dis bien dans l'Union européenne, personne ne vous demandera jamais dans aucun pays de l'Union européenne d'avoir votre carte de mutuelle et votre machin, etc. On vous soigne. Et ensuite, on bouge. Il m'est arrivé d'avoir un malaise cardiaque quand j'étais correspondant aux États-Unis, à Washington. J'étais transporté à l'hôpital le plus proche, et pendant que je faisais comme ça, on m'a demandé Blue Shield, Blue Cross, American Express, machin, etc. Si je n'avais pas eu ça, je repartais pour un autre hôpital. Nous avons, dans les pays de l'Union européenne, à des degrés divers, naturellement, à des degrés divers, une protection sociale qui n'existe nulle part ailleurs au monde. Et quand je dis nulle part ailleurs au monde, c'est nulle part ailleurs au monde. Souvenez-vous de la bataille d'Obama pour généraliser la couverture médicale. Première chose de Trump quand il arrive, foutre en l'air la couverture médicale. Vous imaginez un homme ou une femme politique dans l'Union européenne avoir pour programme de foutre en l'air la sécurité sociale? Ah ben, nous avons quelques particularités qui nous sont communes. Et qui sont à mes yeux, j'imagine à vos yeux, très précieuses. J'en ajouterai une. On pourrait mieux faire en matière de démocratie dans chacun des pays de l'Union européenne et dans l'Union européenne comme ensemble. C'est un understatement, comme on dit en bon français. Maintenant, vous comparez l'état de la démocratie en Italie, en Allemagne, où vous voulez, à Bruxelles, dans les institutions européennes, à l'état de la démocratie dans la plus puissante des démocraties du monde, aux États-Unis. Je n'ai pas besoin de faire de développement. Vous savez. Vous savez. Qu'est-ce que je peux vous dire encore d'essentiel? Oui. Vous n'êtes pas élève? Non, mais... Alors, comment expliquez-vous le peu d'intérêt des médias pour la thématique européenne? Puisque ce sont des journalistes, des futurs journalistes.
c'est compliqué de parler de l'unité européenne. C'est compliqué parce qu'il y a un cercle vicieux. Comme c'est compliqué d'expliquer la différence entre le Conseil européen, la Commission, les pouvoirs du Parlement européen, on n'explique pas. Et comme on n'explique pas, c'est toujours plus compliqué. Moyennant quoi, tous mes frères, pour parler de l'Union européenne, disent l'Europe. Ce qui est une erreur. L'Europe, c'est le continent. L'Union européenne, c'est l'Union européenne. Et c'est pas la même chose, hélas. Et deuxièmement, quand ils parlent d'une politique européenne, ils disent Bruxelles. Bruxelles a décidé. Bruxelles va sanctionner. Bruxelles... C'est un... Là, c'est monstrueux. Parce que qu'on fasse cette approximation entre l'Europe et l'Union européenne, bon, passe encore. Et quand on dit Bruxelles a décidé, c'est-à-dire la Commission ne décide rien. La Commission est là pour appliquer ce que la majorité des États membres lui a demandé d'appliquer. C'est un exécutif. C'est pas le décideur. Et quand on dit, mais c'est honteux, la Commission de Bruxelles impose à l'Italie, à la France, à la Grèce, les plafonds d'endettement, etc. La Commission n'imposerait rien du tout. Ces plafonds, ils ont été décidés par les États membres, c'est-à-dire par des gouvernements que nous avons élus, puisque, par définition, tous les pays de l'Union européenne sont des démocraties. Alors peut-être, personnellement je le pense, que ces politiques de plafonnement de l'endettement sont au moins malvenues. Pour ma part, je pense qu'elles sont totalement idiotes et contre-productives. Est-ce que pour autant, je voudrais que mon pays sorte de l'Union européenne? Non. Ça serait aussi crétin que si j'étais toulousain et que le gouvernement français prenait une décision qui ne me convenait pas et que je décidais dans ces conditions de pousser Toulouse et sa région à sortir de la France. Non, je me bats pour qu'il y ait une majorité dans l'Union européenne qui prenne des décisions politiques qui me semblent meilleures. Parce que, voilà, c'est... Mais quand on dit Bruxelles, par simplification, ou parfois la Commission d'ailleurs, les gens ne savent pas ce que c'est que la Commission, et deux, ils se disent, mais d'où cette Commission tient le pouvoir d'imposer à mon pays de ne pas dépasser 3% de ceci. Et là, il y a effectivement, puisque les gens ne savent pas, et que mes confrères ne les aident pas à savoir, qu'il y a une démocratie. Il y a une insurrection de l'esprit, des esprits. La presse a une grande culpabilité, mais que dire des hommes et des femmes politiques? Quand il y a une réunion du Conseil européen, le Conseil européen, c'est le Conseil des 27, aujourd'hui 28 hier, chefs d'État ou de gouvernement des 27 ou 28 hier pays membres. Et que le président français ou la chancelière allemande obtient au Conseil une décision qui lui semble bonne, enfin pour laquelle il se battait, et qui est populaire dans son pays. Il revient en disant « Grâce à moi, j'ai imposé
j'ai fait plier l'Europe, j'ai fait plier Bruxelles. Mais vraiment, les gens disent ça, nos dirigeants disent ça. Ben non, il y a eu une majorité. Et naturellement, quand la décision ne va pas être populaire, c'est terrible. Bruxelles nous a imposé. Mais Bruxelles ne vous a rien imposé, Monsieur le Président de la République. D'abord, Bruxelles n'existe pas. Bruxelles, c'est la capitale de la Belgique. Capitale divisée. Voilà. C'est une autre question. Et c'est le siège d'institutions européennes qui sont la Commission, et c'est le lieu de réunion du Conseil européen, et c'est le lieu, à temps partiel, de réunion du Parlement européen. Parce que, pour donner un exemple de la difficulté de faire une omelette avec des œufs durs, enfin, tout simplement, une union avec des nations existantes depuis longtemps, depuis plusieurs siècles. La France est très 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 contente d'avoir obtenu dès les origines, et c'est inscrit dans les traités, que le siège du Parlement soit à Strasbourg. Malheureusement, pour les députés européens venant des 27 pays, et même venant de Paris d'ailleurs, ou de Lyon, ou de Nice, c'est très compliqué d'aller à Strasbourg. Ça l'est un peu moins. Maintenant, il y a un TGV depuis 2 ans, ou je ne sais pas quoi, mais enfin, pendant des décennies, c'était vraiment la croix et la bannière. Et tout le monde, à part les Français, disait dans l'Union européenne, mais écoutez, on déménage le siège du Parlement à Bruxelles. Et tous nos partenaires nous disaient, mais Bruxelles, c'est une ville francophone. Pourquoi vous vous énervez? Au contraire, c'est formidable. La capitale fédérale de l'Union européenne est une ville francophone. Vous comprenez, mes petits Français, francophone. Strasbourg est dans les traités, je ne bougerai pas. Parce que moi, gouvernement de l'époque, si je prends cette décision, je perds les élections à Strasbourg et dans la région. Bande de cons. Bande de cons. Parce que moyennant quoi le Parlement se réunit la majeure partie du temps à Bruxelles, le siège est à Strasbourg, ça coûte, je crois, 250 millions d'euros par an. Ça coûte voilà. C'est peut-être 240 ou 260, enfin bon, dans ces eaux-là. Parce que la France ne veut pas céder. Un avantage acquis, ça vous rappelle peut-être quelque chose, ne veut pas céder un avantage acquis. Bon. Mais tous les autres pays membres se comportent de la même manière. Ah, je suis polonais, j'ai tant sur la politique agricole, ben je ne céderai jamais quoi que ce soit. Parce que, moi, gouvernement, il faut que je me retourne devant mes électeurs qui vont me dire comment, salaud, traître, etc., tu as cédé devant l'hydre bruxelloise. Tu as cédé quoi, par parenthèse? Des fonds européens. Des fonds européens. Et quand j'entends des paysans français et leurs dirigeants syndicaux, mais, comment dire, poliment, cracher sur l'Union européenne, alors qu'ils vivent de la politique agricole commune, c'est incroyable. Comment nos responsables régionaux et départementaux peuvent dire éhontément « j'ai construit, moi conseil général, moi conseil régional, etc., une nouvelle bretelle d'autoroute à machin, etc., alors que ce sont des fonds européens. » Ah oui, alors il y a un panneau discret. Les hommes politiques, non. Ils oublient systématiquement. Et au bout du compte, la seule question, et je terminerai là-dessus, je crois à se poser vis-à-vis du processus de construction de l'unité européenne. Parce que c'est ça pour l'instant. C'est un processus de construction de l'unité. C'est est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que ça ne vaut pas le coup? Est-ce que nous nous porterions mieux sans cela, ou est-ce que nous nous portons mieux avec cela et nous porterions mieux si c'était approfondi, développé?
Après, en fonction de vos réponses à ces questions fondamentales, vous déterminez vos attitudes politiques. Si vous pensez réellement que la France se porterait beaucoup mieux en sortant de l'Union européenne, à ce moment-là, vous êtes logique. Mais il ne faut pas prendre prétexte de dysfonctionnement bien trop réel de l'Union européenne, telle qu'elle est aujourd'hui, ou de politique bien trop mauvaise aux yeux de certains, pour dire il faut sortir de l'Union européenne. Non. C'est pas parce qu'il y a un bric-à-brac d'institutions absolument invraisemblables en France entre les municipalités, les je sais plus quoi, les regroupements de communes, le département, la région, etc., etc. C'est un foutoir et un gaspillage incroyable. C'est pas pour ça, encore une fois, que vous voudriez sortir de la France. Et c'est pas parce que les institutions européennes, bien meilleures que les nôtres, d'ailleurs, par parenthèse, mais enfin bon, ne sont pas à la hauteur de ce que l'on souhaiterait. Qu'il faudrait vouloir sortir de l'Union européenne. Non. Vous voulez sortir de l'Union européenne si vous pensez qu'on se portera vraiment mieux. Et ça, madame, monsieur, démontrez-le-moi. Et ça, madame, monsieur, démontrez-le. Parce que si vous voulez une démonstration des mauvais fonctionnements de l'Union européenne et une critique acerbe de ses politiques économiques, moi, le cabri européen, moi, le fédéraliste européen, je peux vous le faire, mais alors là, maintenant. Évidemment. Évidemment. Mais la question, c'est mieux dedans ou mieux dehors. J'ai terminé. Il nous reste du temps pour des questions ou pas? Ça dépend d'eux. Enfin, si vous voulez, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il reste du temps d'abord? Il est 16h30 maintenant. Ah, 16h30, ric-rac. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur? Juste éventuellement une question rapide. Par ce discours qui est assumé de votre part d'être pour le coup pro-européen, à la fois en tant que journaliste et éditorialiste pour le coup, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'une certaine manière de légitimer le discours qui est tenu par certains partis politiques en France, et que ce soit en Europe même d'ailleurs, et je pense que vous voyez très bien à qui éventuellement je fais allusion, quant à cette sphère qui est qualifiée, alors peut-être de manière un peu caricaturale, pardon, cette sphère de journalistes parisiens vivant dans une sphère partisane, dans une sorte d'entre-soi, dans un confort, et qui au final vivent en vase clos, sans pour autant comprendre, et à Paris d'autant plus, sans pour autant comprendre peut-être la vie qui peut être partagée par beaucoup de personnes dans cette France qui est un peu périphérique, qui est beaucoup plus rurale, qui va être pour le coup beaucoup moins ancrée dans la globalisation et la mondialisation et donc, d'une certaine manière, la construction européenne. Est-ce que le discours que vous tenez ne tend pas justement à légitimer ces éléments de langage qui sont employés par certaines personnes et certains partis politiques? Avant de vous répondre, une contre-question. Vous pensez que je contribuerai à une perception plus claire des enjeux politiques, en mentant sur ce que je pense? Non. Non. Je dis ce que je pense. Je vais être très présomptueux, mériter une claque, tant pis. Si la chronique que je fais a du succès, que les gens me disent, même quand je ne suis pas du tout d'accord, j'aime bien, etc., etc., c'est parce que les gens entendent que je suis sincère, que je ne mens pas. Maintenant, venons au fond. Les journaux nationaux, dans tous les pays du monde, dans tous les siècles depuis qu'il existe une presse, sont installés dans les capitales. Vous n'y changerez rien, et je ne vois pas pourquoi on y changerait quelque chose d'ailleurs. Alors, ça peut être installé dans les capitales ou la ville principale des 50 États des États-Unis.
le Miami Herald, ça compte, le Boston Globe, ça compte, le New York Times, ça compte, et le Washington Post, ça compte, etc. etc. En France, voilà, c'est des journaux nationaux. Cela étant, les journaux régionaux, en France, ont un poids. Maintenant, vous vivez dans un monde clos, etc., etc. Je vous rassure, je ne vis pas... Ça, pour le coup, c'est des critiques. Non, je sais. Pas que France, mais qui sont dites et énoncées à plusieurs reprises par des dirigeants politiques. Oh, je les entends, je les connais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je réponds à ces critiques, je ne réponds pas à vous directement. Vous pensez que dans ce monde clos, je vis dans le même monde que Madame Le Pen? Non, je ne vis pas dans le monde humain. Et elle ne vit pas dans le monde, d'ailleurs. Ça, c'est évident. Mais vous pensez que je vis dans le même monde que M. Wauquiez? Non. Pensez que je vis dans le même monde que M. De Villiers, que M. De Villiers vit dans le même monde que moi, etc. Non. Il y a, dans ce qu'on appelle l'élite, ou les élites, je ne vois pas pourquoi ce mot serait péjoratif. Je ne vois pas pourquoi ce mot serait péjoratif. Que je sache, il faut des profs d'université, il faut des directeurs de journaux, il faut des grands avocats, il faut des grands hommes d'affaires, des grands flics, oserais-je ajouter de grands truands? Non, je n'oserais pas le faire. Il y a dans ce qu'on appelle les élites, que je sache, des divisions extraordinairement profondes. Je n'ai pas la même conception de l'Europe que celle qu'avait Madame Thatcher. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Je n'ai pas la même culture. Oublions-je, excusez-moi, mais je ne sais pas, le directeur la directrice en l'occurrence, de l'Obs n'a pas la même culture et les mêmes ambitions politiques, ambitions, je veux dire, pour le pays, que bien d'autres personnes sur l'échiquier politique, culturel, etc. Donc, cette idée de les élites, sous-entendu abominable par définition, non. Il y a des gens, des options que l'on critique, si elles doivent être critiquées ou si elles sont critiquables. Il n'y a pas les élites unies, ça n'est vraiment pas vrai. Et deuxièmement, je ne vois pas pourquoi les élites seraient encore une fois en elles-mêmes abominables. Et céder à cette idée, c'est formidablement dangereux. C'est formidablement dangereux. Parce que ça veut dire quoi? Que les élites seraient abominables. Alors, qui est bien? Le peuple? Le peuple, c'est la réponse qu'on entend. Mais le peuple, il est uni? C'est le même? Quoi, un Lillois et un Marseillais, c'est la même chose? Un prolo de la sidérurgie malheureusement mourante, c'est la même chose qu'un prolo de Airbus, heureusement étincelant. Un athée, c'est la même chose qu'un croyant. Un protestant, c'est la même chose qu'un catholique. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Qu'est-ce que c'est que le peuple opposé aux élites? Je suis un éditorialiste. Alors, bon, évidemment, j'appartiens aux élites abominables, européistes, la pensée unie, etc., etc. Que je sache, j'appartiens au peuple français. Je ne vois pas pourquoi M. Mélenchon ou d'autres
décréterait que parce que je suis éditorialiste à France Inter, je n'ai pas le droit de parler au nom du peuple. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et lui, il a le droit de parler au nom du peuple? Ah mais attendez, si on prend les critères qu'il retient, que je sache, il a été ancien ministre, que je sache, il a été sénateur, que je sache, il a été, comme on dit, un bonze du Parti Socialiste pendant je ne sais pas combien de temps. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Le peuple, il ne faut jamais céder à cela. Il faut renvoyer les gens qui disent ça dans les cordes. Madame, monsieur, nous parlons politique. Nous ne parlons pas du peuple contre les élites. Il n'y a pas une élite et il n'y a pas un peuple. Pardonnez-moi, ça me fâche. D'autres questions? Monsieur. Vous avez obtenu le prix Albert Londres. Est-ce que vous pensez que c'est une distinction qui est encore très importante pour un journaliste? Et finalement, qu'est-ce que ça change professionnellement de l'obtenir? Est-ce que c'est à la hauteur de la réputation, on va dire, du prix? Ça fait plaisir. Ça ne rapporte rien. Oui. Non. Quand j'ai eu le prix Albert Londres, j'ai été convoqué par le directeur du Monde de l'époque, Jacques Fauvet, puisque je l'avais eu comme journaliste du Monde, quand j'étais correspondant à Varsovie. Il était en train de réécrire un papier, ou finir une lettre, dans la bonne tradition pré-68arde, je veux dire, de la culture du 19e siècle. Il était le directeur, j'avais 29 ans. Donc il a terminé, sans lever la tête et sans me dire de m'asseoir. Puis quand il a terminé, il a essuyé avec son buvard, et puis il a levé la tête, m'a regardé du haut de sa hauteur, et au bout d'un moment, il m'a dit asseyez-vous, d'un geste. Donc je me suis assis passablement énervé, il s'est penché vers moi et il me dit on me dit que vous avez eu le prix Albert Londres. Oui, monsieur. Et ça vous a rapporté combien? Aux yeux de monsieur Fauvet, rien du tout. Rien du tout. Un prix pour un journaliste, c'est une satisfaction personnelle d'abord, et c'est une reconnaissance par son milieu professionnel. Ce qui n'est évidemment pas négligeable. C'est très flatteur. Est-ce que ça vous vaut une augmentation? Très rarement. Est-ce que ça vous vaut une promotion? Encore moins souvent. Mais ça fait plaisir. Bah oui. C'est un petit plus. Absolument. J'ai juste une question au niveau de la liberté de la presse en France. Il y a une proposition de loi qui a été faite par un député de La République En Marche. Il y a un collectif et une tribune dans Le Monde. Et je voulais savoir ce que vous pensiez de justement la liberté de la presse en France. Est-ce que ça vous fait peur? Le projet contre les fake news, c'est ça dont vous parlez? Non, le projet qui porte sur le secret des affaires. J'ai pas vu ça. Vous avez pas vu? Pardon, j'ai pas vu ça. Il y a eu un collectif de plusieurs journalistes et plusieurs rédactions qui se sont opposés à cette proposition de loi. Et il faut toujours défendre le secret des sources, c'est évident. Mais du coup, il y a aussi plusieurs choses en France qui ne vont pas à ce niveau-là dans la liberté de la presse, notamment des grands groupes, des grandes rédactions qui appartiennent à Bolloré, à des Dassault. Donc je voulais avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que la liberté de la presse est peut-être plus aussi libre qu'avant? Est-ce que c'est dangereux pour la presse qui arrive? Attention à l'avant. Entre les deux guerres, et ne parlons pas du 19e, la situation était tout à fait comparable à celle que nous vivons aujourd'hui. Elle n'était pas bonne. Je dis qu'elle était tout à fait comparable à celle que nous vivons aujourd'hui, et qui n'est pas bonne du tout. Il y a eu une parenthèse enchantée au lendemain de la guerre. Les journaux, soit appartenaient, comme le Nouvel Observateur, qui appartenait à Claude Perdriel, à un patron de presse, réellement, qui mettait son argent dans une passion qui
qui était la presse. Et voilà, c'était son industrie. Soit appartenaient à leur rédaction, comme Le Monde, jusqu'il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Ça, c'est les temps bénis. Le New York Times appartient toujours à la famille fondatrice. Plus à 100%. Ils ont été obligés de s'ouvrir beaucoup. Enfin, ils ont gardé le contrôle. Quand les journaux ou les radios ou les chaînes de télévision redeviennent une industrie annexe de grands conglomérats industriels, ce n'est pas une période rose pour la presse. C'est une période de basse eau, c'est une période inquiétante. Vous n'aurez pas l'occasion, vous êtes en 3e année, vous n'aurez pas l'occasion d'entrer bientôt dans des journaux indépendants. Il n'y en a pratiquement plus. Il y en a pratiquement plus.